Le public beuglait, déçu parce que, déjà, Bernard était le meilleur de nous tous. On est sorti de là en le portant en triomphe dans la rue. Il fallait le voir, ce gros poupon qui chialait perché sur nos épaules, c'était pathétique. Je revois encore cette photo qui s'étalait à la une des principaux quotidiens parisiens, image à la fois de défaite et de triomphe, et qui annonçait aux héros des lendemains qui chanteraient très fort. On y voit un jeune garçon qui essuie ses larmes du revers de sa manche, tandis que ses pères, qui l'ont juché sur leurs épaules, lui font la fête. À peine est-il reposé sur le sol qu'une main se pose sur son épaule, chaleureuse et forte, celle de Louis Jouvet. Quelques instants plus tard, attablé en face de lui dans l'arrière-salle d'un café tranquille, Jouvet lui adresse des paroles qui, pour être destinées à panser sa blessure, n'en sont pas moins prophétiques. « Oublie tout ça, petit. Ces messieurs n'ont rien compris. Ce qui ne m'étonne pas de leur part. Moi qui n'ai jamais été élève dans cette maison, qu'est-ce que je suis venu y foutre comme professeur ? En tout cas, je peux t'affirmer que tu auras ta revanche. » En écho aux paroles du maître, les critiques se déchaînent pour fustiger le jury du conservatoire. Entre tous les artistes qui volent au secours du candidat malheureux et accablent les jurés sous leur colibet, on n'a que l'embarras du choix. Citons pour commencer celui d'André Warnaud dans Le Figaro. « Mal jugé !» criait-on. « Démission !» On réclamait à tue-tête « Blier ! Blier !» Blier, en effet, n'avait rien. Et cette carence paraissait à tous incompréhensible. Les jurys ont des raisons que la raison ignore, et le public déchaîné, excité, emplissait la rue de ses cris. La belle jeunesse manifestait son indignation. La rue était en révolution et le jury voué aux gémonies. Même point de vue dans Le Jour. De tous les candidats, c'est celui dont le métier est le plus mûr. Il est simple, vrai. Il a un sens discret de l'humour que j'ai beaucoup goûté. Il n'est guère la peine d'insister sur tous les emplois qui s'ouvrent à ce savoureux comédien. Seul le jury n'a pas voulu s'en apercevoir. Le critique du jour a vu juste. Le jury n'a pas voulu reconnaître les mérites de Bernard. Il commit ce jour-là un crime d'autant plus grave qu'il était prémédité. À ce propos, ces quelques lignes de Paul Achard méritent elles aussi d'être citées. Le meilleur concours de l'année, celui de M. Blier, n'est pas récompensé. On dit, pour expliquer cette scandaleuse injustice, que M. Blier n'a pas été assidu au cours du conservatoire. Dans ces conditions, il ne fallait pas l'admettre à concourir. Il est odieux de faire semblant de lui donner une chance alors qu'il est entendu à l'avance qu'il n'en aura aucune. M. Blier doit se consoler en pensant qu'il est sûr de faire une belle carrière, tandis que dans 2 ou 3 ans, une bonne partie de ceux qu'on lui a préférés seront inscrits au chômage. Dans l'Époque, Pierre Ducrot dénonce lui aussi le complot dont Blier a été l'objet, avec une ironie cinglante qui prononce la condamnation à mort d'un organisme vétuste. On pourrait croire que c'est volontairement qu'on l'a oublié, ce Bernard Blier truculent, humain, magnifique. Ah, ont l'air de dire les membres de la loge des augures. Ah, il joue au cinéma. Eh bien, il comprendra qu'il ne s'agit pas de faire un concours brillant. Blier a pleuré d'avoir cru à quelque chose de haut. Le jury a ri de l'indignation du public de la claque, selon l'expression de M. Rabot. Il se peut pourtant que le jury se décide à admettre que les temps ont changé. Les jeunes comédiens guettés par la caméra méritent tout de même qu'on les préfère aux futurs ratés. Qu'importe les succès du boulevard, les grandes affiches à la porte des cinémas. Mais c'est folie pour le conservatoire, lézardé, menacé, qui tente de lutter contre cela à coups de palmarès paradoxaux. Il est vrai que le châtiment infligé à Bernard pour le punir d'avoir trop de succès se retourne contre ceux qui l'ont perpétré. D'ailleurs, même si le jury doit être blâmé pour avoir adopté un point de vue indéfendable, il est exact que notre homme en a tiré un profit indiscutable. Au fond de lui, n'aurait-il pourtant pas préféré les lauriers officiels ? Des lauriers qui lui auraient ouvert les portes de la comédie française. Plus tard, quand une journaliste lui demandera s'il ne regrettait pas de n'avoir jamais gagné ce bâton de maréchal que constitue pour un comédien l'entrée au théâtre français, Bernard répondra catégoriquement que bien au contraire, il ne se serait pas senti à son aise, cloîtré entre les murs de la vénérable maison de Molière. Mais en disant cela, Bernard trichait. D'après des confidences qu'il avait faites à certains de ses camarades du conservatoire, il avait ressenti durement son échec, justement parce qu'il lui interdisait de se mêler à la troupe des comédiens français. On peut aussi le déplorer, tellement il aurait été savoureux, dans des pièces comme Le Malade imaginaire, Tartuffe ou Le Misanthrope. Sa déception passée, Bernard Blier s'est jeté dans le travail avec une motivation supplémentaire. Son ambition a maintenant des goûts de revanche. De plus, il s'aperçoit très vite par le nombre des propositions qui lui sont faites que son échec au conservatoire se révèle finalement des plus rentables. Sa carrière semble définitivement engagée sur la voie du succès.
Signe concret de sa promotion sociale, il a quitté avec sa petite famille le logement modeste du 18e arrondissement pour un appartement cossu de la rue Chardon-Lagache, à Auteuil. Et son métro de téléphone est passé du standard de Marcadet à celui de Jasmin. Tu comprends, explique-t-il à son ami François Perrier. Jasmin, ça fait beaucoup plus chic, et ça impressionne les producteurs quand on discute galette. Ils ne peuvent pas offrir à un type qui a un numéro à Jasmin ce qu'il lui donnerait s'il était resté à Marcadet. Effectivement, un nouveau film, La Nuit de décembre, s'il n'enrichit pas sa réputation artistique, a du moins le mérite d'arrondir son compte en banque, lequel en avait bien besoin. Car avec cet appétit de bien vivre qu'il anime déjà et qu'il gardera toute sa vie, le jeune comédien a d'étonnantes dispositions pour jeter l'argent par les fenêtres. Confiant dans son avenir, il entend que le présent soit aussi agréable que possible, et la cueillette des plaisirs de la vie devient l'exercice favori de ce jardinier du bonheur. Au premier rang de ses plaisirs, il place la bonne chère et commence une carrière de gourmet gourmand, qui assure déjà sa renommée dans le monde des bons vivants. Rue Chardon-Lagache, il tiendrait volontiers table ouverte si Gisèle ne s'efforçait de limiter le nombre impressionnant des invitations qu'il lance. Sa jeune épouse éprouve d'ailleurs quelques difficultés à s'accoutumer à ce petit monde du spectacle. Sans doute faut-il chercher là l'explication des virées aussi joyeuses que tumultueuses que Bernard effectue en compagnie de ses copains chaque fois qu'il découvre un nouveau bon petit restaurant. L'exploration gastronomique constitue dès lors une de ses activités favorites, et peu à peu, il élèvera cet exercice à la hauteur d'un art. Mais les repas succulents ne sauraient combler à eux seuls sa joie de vivre. Ces divers jeux que le hasard sème sous les pas des hommes occupent une partie de ses nuits. Le poker, notamment, exerce sur lui un attrait incontestable. Et comme la chance le favorise, il donne à ce jeu un surnom des plus flatteurs, le pourboire du bon Dieu. De même qu'il a déjà l'invitation facile, il ouvre tout aussi facilement son portefeuille quand un ami ou même une vague relation y fait appel. Le nombre de types qui m'ont tapé est inimaginable, me dira-t-il un jour, et le plus fort c'est que certains d'entre eux se sont fâchés avec moi pour ça. À la veille de la guerre et des conséquences fâcheuses qui vont en dérouler pour lui, Bernard n'envisage pas un instant le péril qui va bientôt s'abattre sur le pays. Il le confie à un reporter de Voilà, venu l'interviewer avec une naïve candeur. L'avenir est prometteur, de tous côtés depuis la bagarre, celle qui a suivi son échec au conservatoire, on me demande. Cet été je vais tourner un film sur la marine, Tourelle 3, et je m'apprête à partir pour Toulon. Tels sont les propos qu'il tient au début de l'été 1939. Aveuglement, insouciance, ou désir de faire l'autruche en fermant les yeux sur les réalités du moment? Quoi qu'il en soit, pas un instant Bernard ne paraît supposer que des événements extérieurs au spectacle vont venir briser tous ses beaux projets. Il n'est d'ailleurs pas le seul à bâtir des châteaux de cartes. Christian Jacques, le metteur en scène de Tourelle 3, témoigne lui aussi d'un optimisme surprenant. Pour rester digne de son sujet, déclare-t-il, un tel film doit avant tout être vrai, et la Marine nationale nous a autorisés à tourner sur nos plus belles unités de l'escadre de la Méditerranée. Déjà les opérateurs sont à Toulon, où ils filment les vues d'ensemble de l'escadre. Le 1er août, nous nous installerons pour plusieurs semaines à bord de croiseurs sur lesquels se déroulent les principaux épisodes du scénario. Nous avons d'ailleurs rebaptisé ces bateaux à cette occasion. C'est ainsi que l'Émile Bertin va devenir notre Austerlitz, et les autres le Fleurus et le Fontenoy. Quant à l'équipage, il sera composé notamment de Jean Chevrier, Andrex, Bernard Blier et Georges Gray. Ainsi, sans la moindre méfiance, le réalisateur évoque-t-il ce mois d'août, qui comme chaque année va ramener sur les plages une foule avide de goûter au plaisir des vacances. Et cependant la voix d'Hitler tonne de plus en plus fort aux oreilles des démocraties. Marcel Déat préfigure déjà l'esprit de capitulation devant l'ennemi dans son fameux article « Mourir pour Danzig ». Et à la fin du mois, le pacte germano-soviétique va tomber comme une menace mortelle sur la liberté du monde. Mais les Français s'efforcent de prolonger leur quiétude et continuent de fermer les yeux. Dans ces conditions, pourquoi Bernard se serait-il distingué de la masse de ses compatriotes? Les gens du spectacle ont un tel penchant pour le bonheur qu'ils ont souvent tendance à imaginer que le malheur est fait pour les autres et que les grandes catastrophes, fussent-elles nationales, ne sauraient les atteindre. Ils ont d'ailleurs quelque excuse à vivre ainsi, en marge de leur temps. Ne sont-ils pas des semeurs d'illusions? Le jeu qu'ils mènent ne consiste-t-il pas à travestir sans cesse la réalité? Ne jouent-ils pas en plein été dans des pièces ou des films dont l'action se déroule en hiver? Ne sont-ils pas tour à tour des lâches ou des héros, selon les impératifs du scénario? Alors comment leur en vouloir quand ils confondent la fiction et la vie réelle? Cet étrange point de vue explique dans une certaine mesure l'attitude de quelques-uns d'entre eux pendant les dures années de l'occupation, sans pour autant l'excuser.
Il y aura d'ailleurs de nombreuses exceptions à cette passivité regrettable. N'est-ce pas Claude Dauphin, Françoise Roset, Jean-Pierre Aumont, Jean Gabin, René Lefebvre, André Luguet? Bernard Blier, comme tout le monde en ce mois d'août 1939, continue d'entretenir ses rêves. Son réveil n'en sera que plus brutal. Tout d'abord, les prises de vue de Tourelle III furent interrompues, les vaisseaux de guerre sur lesquels elles se déroulaient étant désormais affectés à d'autres tâches. Hélas, comment imaginer alors que toutes ces belles unités seraient ensevelies quelque temps plus tard, sans avoir combattu, au fond de cette mer Méditerranée qu'elles sillonnaient fièrement. Bernard a donc regagné Paris, à présent conscient des dramatiques réalités de l'heure. La mobilisation générale a pour effet d'annuler tous les sursis. Bernard doit donc quitter une jeune femme et un petit garçon de quelques mois pour rejoindre à Mayenne le régiment d'infanterie auquel il a été affecté, en qualité de soldat de 2e classe. Le plus petit et le plus mauvais rôle qu'on lui ait jamais proposé. Il supporte très mal cette mutation. Dans la chambrée où s'entassent pêle-mêle des garçons qui ne comprennent pas bien ce qui leur arrive, il se sent impuissant, comme la proie d'une effroyable erreur judiciaire. Ce n'est pas possible. C'est une blague que le destin est en train de lui jouer, une sorte de cauchemar qu'il subit les yeux ouverts, une confusion dans la distribution d'un film. Le goût amer du rata quotidien, les ordres criards de l'adjudant, le costume kaki trop petit qu'on lui a attribué, ce pactage trop lourd qu'on s'obstine à lui faire porter, le fusil dont il ne sait manifestement pas à quoi il peut bien servir. Tout cela lui dit qu'il ne fait pas un rêve. Comme tant d'autres jeunes Français, Bernard a été surpris en flagrant délit de bonheur, et il lui faudra un certain temps pour accepter d'y renoncer. Lui qui, précisément, est fait pour le bonheur. Alors, obéissant à un réflexe que partagent nombre de ses camarades d'infortune, il éprouve le besoin de confier son désarroi. Jamais je n'ai écrit autant de lettres que dans les premières semaines de la mobilisation, confessa-t-il. Auprès de moi, la mère de Sévigné était une apprentie. Ces lettres, il les adresse à ses parents, à sa femme bien sûr, mais aussi à celui qui demeure son maître en toutes circonstances, Louis Jouvet. Dans sa détresse, Bernard se réfugie auprès d'un homme qu'il place sur un piédestal. Il a frappé à la bonne porte. En raison du personnage qu'il incarne à la scène comme à l'écran, on pourrait croire que Jouvet reste imperméable aux misères des autres. Il n'en est rien. Comme en témoigne cette réponse pleine de sensibilité et de tendresse qu'il offre à son élève, et qui nous révèle un homme que nous ne connaissons pas. Mon Bernard très aimé et cher duc de Mayenne, ne t'excuse pas de ton cafard. Que tu aies eu envie de m'en faire part est très bien. Si on n'avait des amis que quand on est heureux, ce ne seraient pas des amis? D'ailleurs, tu dois être mieux. Je le sens de loin. Tu regrettes peut-être ton aveu, et tu as tort. Le cafard fait partie indispensablement de la vie militaire. C'est à lui qu'on doit ces saines et glorieuses réactions qui donnent ensuite le courage. Le cafard est nécessaire pour nous donner conscience de soi, cette appréciation, ce retour sur soi, cette rétorsion qui est aussi physique que morale et qui essore tous les sentiments, jusqu'à rendre l'humain desséché. Le cafard nous dépouille, nous fait atteindre ce stoïcisme qui est un langage humain, qui nous fait mépriser comme il convient le reste de l'humanité. Cette remarque comprend les copains qui nous entourent. Tu ne saurais croire assez aux bienfaits du cafard. Aussi, quand il t'atteint, repais-toi intérieurement de tout ce qu'il te laisse espérer de bonification corporelle et spirituelle. Descends en toi-même. Laisse aller ton corps dans cette mauvaise humeur. Prends conscience physique de toi. C'est un des moments les plus étonnants pour se découvrir physiquement et moralement et entrer dans une méditation sensible. Imagine ce qui pouvait être pire dans ta vie. Dénombre avec soin tous les maux dont tu pouvais être accablé. Voir Fourberie de Scapin, acte 1. Dis-toi que ce sera malheureusement passager, que cet état de misère physiologique et morale ne sera pas tellement long, et que tu recommenceras à vivre avec inconscience, à suivre tes élans porcins et angéliques. C'est le moment unique dans la vie où on peut s'apercevoir. On m'emmerde au téléphone et on me coupe mon éloquence. Je travaille tant que je peux. Mais les journées sont courtes, et je me prends les pieds dans ce que je fais. C'est plus irritant et décourageant que le cafard. Bois frais, et tiens-toi les pieds chauds. On recommence le samedi au conservatoire. Tu manqueras. Je t'embrasse bien. Louis Jouvet. As-tu des besoins que je pourrais soulager, de loin? Lettre remarquable à plus d'un titre, et qui éclaire tout autant la personnalité de Jouvet que celle de Bernard, ainsi que le dénominateur commun qui les unit, le théâtre.
C'est une véritable scène sur le cafard et les moyens de s'en servir que Jouvet écrit pour son élève, et c'est ainsi que celui-ci la reçoit. L'allusion aux fourberies de Scapin est sur ce point assez éloquente. D'ailleurs, on s'habitue à tout, et Bernard a 23 ans, une santé à toute épreuve, une nature optimiste et aucune disposition pour le malheur. La conjugaison de ces divers éléments ne va pas tarder à chasser le cafard du duc de Mayenne, comme l'appelle Louis Jouvet. Et puis il y a aussi des nouveaux camarades, si différents des comédiens, avec leurs accents faubouriens ou campagnards qui illustrent si joliment la France profonde, celle où jusqu'alors Bernard n'avait pas mis les pieds.